Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et merci pour hier soir. Vous avez été plus d'1 million de téléspectateurs à nous suivre. Salut mes camarades. Bonsoir. Par ailleurs, l'actualité internationale, c'est le plan de paix pour Gaza présenté donc hier soir à Washington par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Un plan qui demande avant tout la libération des otages détenus par le Hamas en échange du gel des opérations militaires et d'un transfert de prisonniers palestiniens. Un plan qui réclame aussi la démilitarisation totale du Hamas, du djihad islamique et autres groupes terroristes. Cet après-midi, Donald Trump mettait la pression sur le Hamas. Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. Quelle gouvernance future pour Gaza? Une solution à 2 États, hébreux et palestiniens par ailleurs, est-elle envisageable à long terme? On en débattra ce soir avant de vous retrouver dans la 3e partie de l'émission. Théophile Cossa et Xavier Mauduit. Avec une histoire qui fait peur. Elisabeth, vous avez entendu le surnom donné au nouveau variant de Covid, celui qui circule en ce moment, Frankenstein. Évidemment, une histoire monstrueuse. Mais à la Marie-Shelley. Et vous alors, Théophile? Et si c'était bientôt la fin de l'épidémie de sida? Un médicament révolutionnaire est en passe d'être commercialisé partout dans le monde, notamment dans les pays du Sud global. Et pour pas cher, certains pensent qu'il pourrait tuer net le VIH. Ce médicament révolutionnaire, je vous raconte comment ça marche. Mais qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Vous êtes viraux ce soir. À tout à l'heure. Et pour commencer, la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. On reçoit le réalisateur iranien Jafar Panahi, auteur d'Un simple accident, un thriller moral sur l'impasse de la vengeance, un concentré d'humour noir et d'humanité, un film tourné clandestinement en Iran par Panahi, car cet immense cinéaste a eu l'idée de ce film en prison alors qu'il avait les yeux bandés et qu'un tortionnaire l'interrogeait. On le retrouve tout de suite. Jafar Panahi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On est heureux, fou de joie, ému de vous avoir avec nous, d'autant que vous détestez parler de vos films. Vous avez même rêvé qu'un syndicat de réalisateurs mondiaux se voit interdire par les gouvernements de ces réalisateurs le fait de parler de leurs films. Vous trouvez ça redondant. Merci donc. Franchement, c'est vrai que je me dis toujours, le cinéaste doit faire son film et puis après, il en parle plus. Maintenant, je dois avoir 1 an pour faire la promotion et puis après pour expliquer qu'est-ce que j'ai foutu dans le film, quoi. L'enfer. Le sens de l'humour et le sens du paradoxe. C'est Jafar Panahi, auteur d'un immense film, Un simple accident. Il a le profil idéal pour parler de la liberté. On vous retrouve juste après ce profil réalisé par Gaël Legras. Jafar Panahi, depuis plus de 30 ans, vous êtes réalisateur, scénariste et producteur. Votre dernier film, Un simple accident, qui sort en salle demain, a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. Comment continuer à tourner le plus librement possible en Iran? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né à Mianeh, au nord-ouest du pays, vous avez 19 ans quand le Shah est renversé par la révolution iranienne et quand l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir. En 1995, avec Le Ballon Blanc, vous remportez déjà la Caméra d'Or qui récompense le meilleur premier film à Cannes. À l'époque, vous balayez les questions des journalistes sur le régime iranien. ببینید گفتم که من در مورد این مسئله تحقیق نکردم ولی در مورد سینما اگر بپرسید و 5 ans plus tard, avec Le Cercle, vous évoquez la condition des femmes en Iran. Le film est interdit dans votre pays, idem pour Hors-jeu en 2006. Que ce soit en Iran ou ailleurs, il faudrait que les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes droits. Et ça n'existe, aujourd'hui au moins, ça n'existe pas en Iran. Vous considérez que vous n'êtes pas un cinéaste politique mais social car vous filmez la réalité de la société qui vous entoure. En 2009, suite à la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad, vous participez au mouvement vert. Arrêté, vous recevez l'interdiction de tourner et de sortir du pays.
Vous êtes même incarcéré à la prison d'Evin plusieurs mois en 2010 alors que vous deviez faire partie du jury à Cannes. C'est insupportable de savoir qu'un artiste ou un intellectuel est enfermé pour ses idées. Ceci n'est pas un film, Closed Curtain ou encore Taxi Téhéran sont tournés clandestinement. En 2022, vous êtes condamné à 6 ans de prison pour propagande contre le système. Vous êtes libéré sous caution au bout de 7 mois après une nouvelle grève de la faim. Pour un simple accident, vous vous inspirez de votre expérience en prison et des discussions avec vos co-détenus. Aujourd'hui, vous êtes libre de voyager. En mai dernier, à Cannes, vous déclariez « Si le cinéma est vraiment sacré pour vous, alors aucun régime, aucune censure, aucun système autoritaire ne peut vous arrêter. » Jafar Panahi, et c'est cette liberté chevillée au corps qui vous permet de dire, encore un paradoxe, ce n'est pas moi qui ai fait le film, c'est la République islamique qui a réalisé d'une certaine façon un simple accident, en vous incarcérant et en vous faisant écouter le bourreau qui vous interrogeait pendant que vous aviez les yeux bandés. Je suis un cinéaste social. Qu'est-ce que ça veut dire un cinéaste social pour moi? C'est-à-dire quelqu'un qui s'inspire de ce qui l'entoure dans la société. Tout ce qui se passe autour de lui, c'est ça qui l'inspire. Alors imaginez qu'on me déplace de mon milieu et on m'enferme en prison, un endroit que je ne connais pas, je ne connais pas les autres personnes qui m'entourent et ils disent des choses qui sont très nouvelles pour moi et je me dis mais ces gens ils sont extraordinaires, ce sont des gens qui ont mis toute leur vie pour le peuple, alors qu'est-ce que je peux faire moi? Que je le veuille ou non, ça va m'influencer de toute façon. 7 mois de vie commune avec ces personnes en prison, j'ai entendu leurs histoires, j'étais leur pierre de patience. J'ai eu des liens intimes et après, c'est fini, cut. Et en fait, voilà, vous voyez cette image, ce portail, tu sors. Et j'étais là, je regardais derrière moi et je voyais ce mur immense. Et je me disais, mais mes amis à l'intérieur, 7 mois de vie commune quand même. Et j'ai beaucoup appris de ces personnes. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Après, j'ai voulu continuer ma vie, mais c'était impossible parce que je n'arrêtais pas de penser à ce muraille, à cette porte, à toutes ces personnes qui sont derrière. Et ça te prend la tête tout le temps. Et je me dis, pourquoi moi je suis à l'extérieur en fait? Pourquoi je ne fais rien pour ces personnes? Et donc, c'est là le début de cette idée de film. Un simple accident, la bande-annonce. ببین با من چیکار کردی چه صافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی اسمش گوشم هم نخورده تو واقعا کی هستی؟ بعد اینکه شما رو گرفتم بعد 2 هفته دوباره اومدن سراغ من به جرم اجتماع تبانی تبلیغ علیه نظام منو گرفتن فقط میخوام کمکم کنید ببینم خودشه یا نه تنها کسی که میتونه بگه خودشه یا نه حمیده چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسئول باشه کسی حق نداره بهش دست بزنه تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست Jafar Panahi, vous dites que c'est un film d'anticipation, c'est-à-dire la réaction de la population une fois que le régime tombera. Vous êtes confiant, ce régime tombera, c'est une question de temps pour vous. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Voyez-vous, l'expérience historique nous montre que ce genre de régime ne peut pas rester jusqu'à l'éternité. Et quand le peuple n'est pas content et que eux ils n'arrivent plus à faire face, donc ça se voit aujourd'hui. Économiquement, ils sont explosés, politiquement ils sont explosés, idéologiquement ils sont explosés. Voyez-vous, c'est tout ce que vous imaginez au niveau écologique aussi. Alors, on voit qu'ils ne savent pas faire leur travail, qu'ils n'arrivent pas à gérer, n'arrivent pas à avoir une bonne gestion du pays. Donc tous ces problèmes qui vont continuer, qu'est-ce qui va se passer?
On voit bien dans l'histoire que si tous ces problèmes augmentent, à un moment donné, le régime ne peut pas rester sur place. Mais il y aura un jour, mais je ne sais pas quel sera ce jour. Est-ce que ça sera aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un an? Franchement, je ne sais pas. Mais l'histoire le montre. On ne peut pas continuer ainsi. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus réformer. Le temps des réformes était passé. C'était il y a 20 ans, il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et il y a 3 ans, ce qui s'est passé en Iran, femmes, vie, liberté, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'Iran et tout est devenu plus clair. Voyez-vous, il y a une clarté. Donc c'est pour ça que je dis ça. On va évoquer avec vous, Jafar Panahi et avec Anna, le fait que l'ONU, c'était samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, l'ONU a rétabli des sanctions à l'encontre de l'Iran. Elles avaient été levées, sanctions économiques, elles avaient été levées il y a 10 ans. Oui, après l'échec des négociations sur le nucléaire, l'ONU vient donc de rétablir des sanctions, un embargo sur les armes et des sanctions qui visent tous ceux qui contribuent directement ou indirectement au programme nucléaire iranien. Hier, l'Union européenne a emboîté le pas à l'ONU en ajoutant un gel des avoirs de la Banque centrale iranienne. Et ça ne devrait a priori pas améliorer la situation économique iranienne qui est déjà à bout de souffle. L'Iran fait face à une inflation galopante de 30 à 40%, à une hausse du taux de chômage et à une dépréciation de sa monnaie. On va le voir à l'écran. Aujourd'hui, 1 Iranien sur 4 vit avec moins de $2 par jour et le salaire minimum a chuté à $120. Alors, dans votre film, Jafar Panahi, on le voit, il y a plusieurs agents de police, une sage-femme, même un pompiste qui réclame des bakshish plus ou moins importants. Est-ce que cette corruption, aujourd'hui, c'est le seul moyen d'arrondir les fins de mois en Iran ? Quand on ne peut pas gérer la situation économique, la corruption naît. On a vu à plusieurs reprises que dans le régime lui-même, à l'intérieur de ce régime, il y a des grandes corruptions. On a arrêté des personnages importants à cause de la corruption. En prison, on était dans une section, il y avait 300-400 personnes. La plupart avaient des problèmes économiques pour être emprisonnés. Parce qu'ils avaient volé, mais volé en termes de corruption, je veux dire. Et il y avait que 30 personnes peut-être qui étaient politiques. Les autres étaient pour la corruption. Donc, quand on n'arrive pas à faire des choses correctement, donc tout cela existe. Ce n'est pas ma spécialité. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas beaucoup en parler. Mais comment on peut gérer ou quels sont les vrais problèmes ou comment... Ça fait 40 ans qu'il y a les embargos sur l'Iran, en fait. Depuis toujours, les Iraniens ont vécu avec les embargos. Ils ont toujours supporté. Est-ce qu'à partir de maintenant, il va y avoir plus d'embargos? Quels seront les problèmes? Je ne sais pas. Jafar Panahi, une dernière question. Votre ami, le cinéaste Mohammad Rasoulof, a fui. On se souvient, il a fui à pied pendant la nuit l'Iran, l'auteur des Graines du figuier sauvage. Néanmoins, ultime paradoxe vous concernant, vous êtes viscéralement attaché à votre pays, vous ne rêvez que d'une chose, retourner le plus vite possible dans votre pays et continuer à y vivre et à faire des films. Vous ne pouvez pas vivre ailleurs. Moi, quand vous dites s'enfuir, j'aime pas le mot en fait. Mohammad Rasoulof avait fait un film, il fallait terminer ce film, donc il était obligé de quitter le pays. Il n'avait pas d'autre solution et je le connais très bien. Et il a vraiment envie de retourner et il attend le bon moment. Mais dans l'histoire de la République
République islamique. Il y a énormément d'artistes, de cinéastes, d'acteurs ont été obligés de sortir du pays. C'était des gens qui étaient meilleurs que nous, de moi et Mohamed Rassoulov, mais ils étaient obligés de s'exiler, vous voyez. Mais moi, je n'ai pas la capacité de m'adapter à un autre pays que l'Iran. Je ne peux que rester chez moi, vivre en Iran, et ce n'est que la seule raison. Je pense que je suis un peu lâche, en fait. J'ai peur de vivre ailleurs, vous voyez. C'est pour ça que je dois retourner en Iran. Merci. Comme dirait votre idole Samuel Beckett, bon qu'à ça, faire des films et vivre en Iran. Merci infiniment, Jafar Panahi, d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Un simple accident, immense film, sort demain sur les écrans français. Merci aussi à votre interprète, Assal Bagheri. Et on va passer à notre débat sur le plan de paix annoncé hier soir à la Maison-Blanche par Donald Trump, aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un plan en 20 points qui envisage une gouvernance à la fois technocratique et internationale de Gaza, avec une reconstruction de Gaza sur le modèle des villes miracles du Moyen-Orient. Fermez les guillemets. Un cessez-le-feu suivi d'une paix durable sont-ils plausibles? Et à terme, une solution politique à deux États. On en débat juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Cette poignée de main hier à la Maison-Blanche restera-t-elle dans l'histoire? Donald Trump en est convaincu. Son plan de paix pour Gaza a été approuvé par le Premier ministre israélien. This is a big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization. Après bientôt 2 ans de guerre, la Maison-Blanche a publié un plan qui prévoit un cessez-le-feu, la libération des otages, le désarmement du Hamas et le retrait par étapes de l'armée israélienne avant l'installation d'une autorité de transition. Un plan qui, dans la voix de Benjamin Netanyahou, prend des allures d'ultimatum. Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, Israël va finir le travail elle-même. Cela peut se faire facilement ou pas. Mais ce sera fait. Selon le Qatar, le Hamas étudie de manière responsable le plan de paix. Il est encore trop tôt pour parler de réponse, mais nous sommes vraiment optimistes quant au caractère exhaustif de ce plan. Plusieurs pays arabes ont salué l'initiative américaine, mais dans la bande de Gaza, elle suscite peu d'espoir. Ce plan va mettre fin à l'idée même d'un État palestinien et à la population palestinienne. Où est-ce qu'il en reste? En Israël, les familles des otages retenus par le Hamas espéraient le retour de leurs proches. J'ai peur d'être déçue à nouveau, vraiment peur, parce que nous avons tant souffert avec des accords qui, au final, nous ont explosé en pleine figure. Alors, après plusieurs trêves rompues, le plan de Donald Trump va-t-il faire taire les armes? Ou s'agit-il d'un accord de paix en trompe-l'œil, comme le suggère sur une plage de Tel Aviv cette caricature intitulée « Ne vous laissez pas berner de nouveau ». Nos 3 invités pour ce débat. Ofer Bronstein, bonsoir. Vous êtes président et cofondateur du Forum international pour la paix. Depuis 2020, j'ajoute que vous êtes chargé de mission pour le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens par Emmanuel Macron, que vous avez accompagné à l'ONU la semaine dernière. Et selon vous, cet accord est positif mais risque de ne pas tenir sur la longueur, notamment parce qu'il y a bientôt des élections en Israël et que rien ne dit qu'un autre gouvernement le respecterait. À côté de vous, Ziad Majed, bonsoir. Bonsoir. Professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Proche-Orient. Dernier essai, Le Proche-Orient, miroir du monde, comprendre le basculement en cours aux éditions La Découverte. Selon vous, cet accord est un pas très important, notamment pour les Palestiniens, car cela veut dire arrêter la mort au quotidien, à Gaza notamment, mais il n'y aura pas de paix durable, ni juste, si les Palestiniens n'ont pas le droit à l'autodétermination. Et à côté de vous, Yasmina Srargis, chercheuse associée à l'Université de Princeton, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Selon vous, le plan est hautement ambitieux. Il y a une sorte d'alignement des planètes qui peut permettre de mettre le Hamas hors circuit, car de nombreux pays arabes soutiennent la démarche de Donald Trump et donc de Benjamin Netanyahou. On va démarrer le débat avec le chiffre du jour. Oui, Benjamin. Donald Trump a donc proposé un plan en 20 points
pour, je le cite, mettre fin au conflit à Gaza, promettant même une paix éternelle. Ce plan prévoit notamment un cessez-le-feu, la libération rapide des otages retenus par le Hamas et le désarmement du mouvement palestinien. Ofer Bronstein, en quoi ce plan est-il plus réaliste, plus crédible que les précédents, si tant est qu'il le soit pour vous? Parce que Donald Trump est le seul qui pouvait avoir une vraie pression sur Netanyahou. La communauté internationale, aussi grâce à la France, et on l'a vu la semaine dernière à l'ONU, a créé une dynamique, un tsunami de reconnaissance de l'État de Palestine, de la fin de la guerre et d'une demande de reconnaissance de l'État d'Israël par les pays arabes et musulmans. Moi, au court terme, ce qui m'intéresse et ce que j'aimerais voir, et c'est pas anodin qu'on a parlé de 72 heures. Vous savez, c'est la semaine des fêtes juives cette semaine, c'est le nouvel an juif, 5786 exactement. Et la fin des 72 heures, c'est à la fin de Kippour, du Grand Pardon. Jeudi soir. Et je voudrais en profiter, en tant que juif et en tant qu'Israélien, pour demander pardon à tous les Palestiniens qui sont victimes de cette terrible guerre et qui sont innocents. Et que, voilà, pendant très longtemps, où je pourrais, je vais leur demander pardon parce que je pense que toutes les victimes innocentes palestiniennes ne le méritaient pas, que cette guerre, depuis très longtemps, n'a plus aucun sens. Et que Donald Trump a permis aux Israéliens et au Hamas, à Netanyahou et au Hamas, de faire croire que tous les deux sortent la tête haute, alors qu'en fait, il n'y a que des perdants. La société israélienne a perdu, la catastrophe sécuritaire du 7 octobre est catastrophique et on n'a pas encore enquêté, il va falloir l'enquêter un jour. Et les Palestiniens, ce qui se passe à Gaza, c'est apocalyptique, c'est fou. Donc les deux ont perdu. Ziad Majed, en même temps, ce plan est plus structuré tout de même. C'est parce qu'en fait, quel est-il? Il reprend celui de la France et de l'Arabie Saoudite. On a du mal à savoir comment il s'est constitué, comment il s'est formé. Oui. Alors, juste pour clarifier, moi, je considère que tout ce qui peut arrêter la mort aujourd'hui à Gaza, la souffrance et la famine, et ce que la majorité des organisations internationales qualifient de génocide, est positif. Tout ce qui peut libérer les otages et les centaines, voire milliers de détenus aussi du côté palestinien est très positif. Mais ce plan occulte plusieurs questions politiques et il est vrai que l'initiative franco-saoudienne a créé une dynamique politique, mais je ne pense pas qu'il est basé sur cette dynamique-là. Il est beaucoup plus dans une gestion qui suit la logique et la mentalité de Donald Trump, d'un agent immobilier qui a qualifié Gaza d'un très beau morceau de terre et qui est toujours dans la logique de la Riviera. Même si ce mot a disparu. Même si ce mot a disparu, mais vous savez, il a créé un conseil d'administration de Gaza qui est dirigé par Tony Blair. Donc on est en retour en puissance à la mentalité coloniale. Ce ne sont pas les Palestiniens qui peuvent se gérer eux-mêmes. Nous, Européens et Américains, notamment Britanniques, donc l'ancienne force coloniale qui était en Palestine, on va gérer un territoire et presque le détacher de la Palestine historique et de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, donc des territoires occupés. Yasmina Asrargis, en même temps, tout le monde salue, y compris des pays arabes, salue ce plan. Peut-être parce que Trump les a associés, l'Égypte notamment, la Jordanie, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, bien sûr. Est-ce que c'est nouveau, cela? Ce qui apparaît aujourd'hui comme une surprise, en réalité, est un long processus qui commence, selon moi, dès 2019, quand Tony Blair rencontre pour la première fois à Manama, au Bahreïn, Jared Kushner et toute l'équipe Trump avec qui il va le gendre de Donald Trump, avec qui, à travers les accords d'Abraham notamment, il va souder un certain nombre de liens et ne jamais oublier que Tony Blair, depuis qu'il n'est plus Premier ministre britannique, travaille au quotidien dans les pays du Golfe, en particulier auprès de Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite et de MBZ à Dubaï, à travers sa boîte de consulting. Donc, si vous voulez, pour comprendre pourquoi est-ce que au printemps dernier, au printemps de cette année, Jared Kushner, de tous les acteurs qu'il aurait pu avoir en tête, appelle Tony Blair pour lui demander un plan de sortie de crise à Gaza. Il faut comprendre ça dans l'idée de mercantilisation de la paix, parce qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des acteurs du business et du consulting qui prennent en main la question paix au Moyen-Orient. Alors, attendez, vous allez réagir tout à l'heure, Ofer Bronstein, mais on va évoquer avec vous trois et avec Anna un point de ce plan qui fait spécifiquement référence à la future gouvernance de Gaza. Vous avez commencé à en parler, mais il s'agit du point numéro 9, et voilà ce qu'il dit précisément. Gaza sera gouvernée
en vertu de l'autorité transitoire temporaire d'un comité palestinien technocratique et apolitique, on le voit ici en bas à droite, chapeauté par un organe international de transition dénommé le Conseil de la paix et qui sera présidé par Donald Trump en personne. Alors ce conseil, il sera chargé de la reconstruction de Gaza et de son financement, jusqu'à ce que l'autorité palestinienne ait achevé un programme de réforme. Au sein de ce conseil, vous l'avez dit, plusieurs chefs d'État sont attendus, dont Tony Blair, l'ancien Premier ministre, ce qui n'a pas manqué de faire réagir notamment aux Palestines. Mustapha Barghouti, homme politique palestinien, s'indignait dans le journal Le Monde. Il est absolument inacceptable que Tony Blair prenne la tête d'une autorité de transition à Gaza. Monsieur Blair a une très mauvaise réputation liée à la guerre en Irak. S'il prend le job, il ne travaillera que pour les Israéliens. Je rappelle que Tony Blair a engagé son pays dans la guerre avec l'Irak aux côtés des États-Unis. Il est encore considéré par certains comme un agent de déstabilisation dans toute la région. Et puis pour revenir à ce comité palestinien dont on parlait au départ, technocratique et apolitique, qui va gouverner Gaza, le point 9 précise simplement qu'il sera composé de Palestiniens et d'experts internationaux. Ofer Bronstein, alors évidemment, Netanyahou, lui, exclut de fait le Hamas et l'autorité palestinienne. Alors qui d'autre pour gouverner Gaza aujourd'hui ? Pour moi, l'importance de ce qui a été annoncé hier, c'est qu'en 72 heures, des otages seront libérés et la guerre s'arrêtera. Quant à son plan sur le long terme ou le moyen terme, je n'y crois pas beaucoup, pas parce qu'il n'y a pas de choses réalistes, mais tout ce qu'il y a dans ce plan-là, c'est des choses qu'on prépare déjà depuis 15 mois. Ils n'ont rien inventé. Alors, ils le formulent différemment. Il y a même référence à tout le travail effectué par les États-Unis, le Qatar. La Ligue arabe a voté pour un plan de reconstruction de Gaza le 4 mars dernier au Caire. Nous avons mis sur le tapis, et je suis ravi d'y avoir travaillé, un plan de reconstruction de Gaza déjà il y a 8 mois. Ils ont repris mot pour mot plus ou moins ce qu'on a déjà préparé. C'est de la communication. Non, oui, de la communication. Sauf que c'est les Américains qui... Pardon, mais Emmanuel Macron, que vous avez accompagné à l'ONU la semaine dernière, lui-même dit que c'est un plan qu'il soutient et auquel il donne du crédit. Mais bien sûr, nous on veut que les Américains soient on board. Oui. Mais la dynamique, il faut quand même se l'avouer, la dynamique a été créée aussi par nous en Europe, par le plan de MBS et de Macron, le fait que beaucoup en Arabie Saoudite, que beaucoup de pays nous ont rejoints la semaine dernière à l'ONU, et le fait que Donald Trump a compris quelque chose. Bête, il n'est pas. 1, que la communauté internationale est contre lui. 2, qu'aujourd'hui, au Conseil de sécurité, il est seul. Avant, il y avait 2 pays qui reconnaissaient l'État de Palestine et 3 qui ne le reconnaissaient pas. Aujourd'hui, il y en a 4 qui reconnaissent et seulement les Américains qui ne reconnaissent pas. Avant, au G7, il n'y avait aucun pays qui reconnaissait la Palestine. Aujourd'hui, il y en a 3 et peut-être 4. Et ce qu'il avait peur, l'héritage de Donald Trump, et tu l'as signalé tout à l'heure, c'est les accords d'Abraham. Les pays arabes, la semaine dernière, lui ont dit attention, s'il va y avoir annexion, il n'y a plus d'accord d'Abraham. Ce qui change, Yasmina Asrari, ce soir, c'est que le Hamas prend en considération ce plan, visiblement, est en train de l'examiner avec les Turcs. Donc on sent quand même qu'il y a un mouvement ou pas ? Parce que là, vous nous dites c'est en trompe-l'œil. Vu d'ici, on se dit les choses bougent, non ? Globalement, dans les alliances qui sont en train d'être dépliées, vous avez Trump qui aujourd'hui met une forte pression sur Netanyahou, et on a vu du moment où il l'a accueilli à la Maison-Blanche, la manière dont il lui a dit bonjour, c'était une séance de pressurisation maximale. Ce qui est nouveau, tout de même. Dans cette séquence, Trump voulait obtenir un accord de Netanyahou. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'effectivement, lundi, l'ensemble des pays qui ont soutenu la reconnaissance de l'État de Palestine, incluant l'Arabie Saoudite, ont rejoint une réunion mardi autour du président Trump, lors de laquelle ils ont approuvé ce plan, qui avait par ailleurs été adoubé par Trump dès le mois d'août dernier, le 27 août, à la Maison-Blanche. Et dans les 20 points, je tiens à préciser que dans les 20 points, il n'est plus question d'État de Palestine, mais d'un calendrier imprécis concernant et au conditionnel la souveraineté possible de l'Arabie Saoudite, donc de la Palestine. Donc on voit bien qu'entre mardi et mais il parle de l'autorité palestinienne aussi, contrairement à Bibi Netanyahu qui n'en parle pas. Oui, mais il n'y a plus de calendrier, et entre mardi et aujourd'hui, les choses ont évolué sur le plan linguistique. À propos du Hamas sous pression. Ziad Majed, est-ce que justement vous n'avez pas l'impression que de ce côté-là c'est en train de changer aussi, c'est-à-dire que le Hamas est mis sous pression tout autant que Netanyahou? Non, alors premièrement, le Hamas a toujours accepté toutes les offres de cessez-le-feu.
Et c'est toujours Netanyahou qui avait rejeté. Si, et la dernière fois. Si, ils ont, selon les Qataris au moins, les Qataris à chaque fois transmettaient des réponses positives et c'était Netanyahou qui refusait, y compris quand il y avait le cessez-le-feu et Netanyahou avait mis fin à ce cessez-le-feu. Disaient que c'était le Hamas qui refusait le cessez-le-feu. Oui, la dernière fois, ils ne l'ont même pas dit. Par contre, ce qui est à mon avis plus important, c'est que par rapport à cette déclaration, encore une fois, le cessez-le-feu est très important, la fin des souffrances humaines, mais il n'y a aucun calendrier. On n'a pas imposé aux Israéliens un retrait d'une manière très claire et très précise. Le ministre de la Défense israélienne confirme qu'Israël va préserver une zone d'occupation pour... Temporaire, mais quand on dit temporaire, vous savez, au Liban, c'était une zone temporaire, elle a duré 22 ans dans le sud occupé. Donc, il n'y a pas un calendrier. L'État palestinien n'a jamais été mentionné, ni de Trump, ni de Netanyahou, ce qui est très différent de l'initiative franco-saoudienne. Et en plus, moi, je considère qu'on était hier face à un spectacle colonial où des Occidentaux... Ça vous fait réagir, visiblement. Oui, des Occidentaux décident le sort... Oui, bien sûr. Tony Blair est un homme politique qui vient de la Grande-Bretagne, qui a colonisé la Palestine et la région. Il a mené une guerre contre le droit international qui était hier totalement absent. Les Nations Unies, le droit international, aucune mention hier. Moi, je suis persuadé, encore une fois, sur le court terme, moi, je salue totalement, en espérant que vraiment on se tienne à haute 72 heures, libération des otages, arrêt des hostilités. Sur le moyen terme et sur le long terme, les Européens et les pays arabes ont leur mot à dire. Si M. Trump pense qu'il va être le chairman d'une société avec Tony Blair... Mais c'est une base valable ou pas pour vous? C'est pas ce que semble dire non, mais je vais vous donner des éléments concrets. L'autorité palestinienne, depuis 30 ans, dépend totalement de la manne européenne, pas de la manne américaine. L'Europe est le principal marché pour Israël, pas les États-Unis. Donc aujourd'hui, les Européens se donneront les moyens. Oui, mais ils ne peuvent pas financer la reconstruction de l'État de Palestine. C'est pas les Américains qui vont le faire. Oui, mais c'est pas les Américains qui vont le faire. Oui, mais le marché, les Européens n'ont pas cette puissance militaire ni le marché de politique. Ce qui se passera à Gaza ne sera pas des gens qui vont venir jouer au casino au lieu d'aller à Las Vegas ou à Macao. Ce sera des gens qui vont vendre leurs produits en Europe. Au niveau géostratégique, c'est fondamental pour l'Europe parce que... Et pourquoi on veut apaiser le Proche-Orient? Parce que c'est la frontière, c'est la fenêtre entre l'Europe et l'Asie. Et donc on veut un Moyen-Orient apaisé. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y aura un État palestinien, même si Donald Trump ne le dit pas aujourd'hui. Oui, mais alors attendez, justement, c'est le seul qui ne le dit pas. C'est ce que vous dites. On va écouter. Alors, il est évoqué au 19e point de ce plan, mais au conditionnel. Écoutez ce que dit Benjamin Netanyahou hier de cet État palestinien. Écoutez. השאלה שנשאלת, האם הסכמתם למדינה פלסטינית? ממש לא, וגם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמרנו, שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם גם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא מסכימים. Yasmine Nasrallah, c'est ce que dit aujourd'hui Benjamin Netanyahou, mais il va y avoir aussi des élections en Israël l'année prochaine. Tout peut changer ou pas? Ou avant, peut-être. Alors, vous avez aujourd'hui une tension qui est en train de jouer, qui est en train de monter très sérieusement entre Washington et plusieurs pays arabes, qui indiquent que mardi, ils avaient donné leur accord pour 20 points et qu'ils se retrouvent avec 21 points, avec notamment le changement de langage sur la question de l'État de Palestine, où on est passé effectivement d'une reconnaissance à un calendrier indéterminé pour une potentielle souveraineté palestinienne. Mais là, Netanyahou, est-ce qu'il ne parle pas un peu à son électorat, tout en ayant un autre discours, en effet, à Washington? Est-ce qu'il n'est pas obligé de tenir ces deux bouts? Oui, mais il a dit la même chose à son contraire. Il y a autre chose aussi qu'on oublie, c'est que le Knesset, le Parlement israélien, a voté contre tout plan de construction d'un État palestinien, et il a même passé une loi. Si, c'est important. Il a aussi passé une loi concernant l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Oui. Donc, il y a du côté israélien un refus total de la reconnaissance d'un État palestinien. Et du côté américain, il n'y a pas été question. C'est pour ça que moi, je suis le point de vue de l'homme qui a été le conseiller d'Yitzhak Rabin au moment des accords d'Oslo. Qui connaît très bien et qui comprend l'hébreu. Parce que ce qu'il vient de dire, tout le monde a fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte, et nous, on s'en sort bien. La semaine dernière, il a dit aux Israéliens, habituez-vous à être Sparte. Nous sommes isolés, tout le monde va être contre nous, habituez-vous à cette situation. Donc, Trump lui a tordu le bras? Non, il a compris qu'il n'a plus le choix.
Les Israéliens, 80% des Israéliens disent non à la guerre et non et oui à la libération des otages. Il n'a plus, les Israéliens ne sont pas avec lui, l'armée n'est plus avec lui. Le chef d'état-major lui a dit qu'il ne veut pas faire cette guerre et rentrer à la ville de Gaza. Je vais vous dire ce qui va se passer dans, à mon avis, 48 mois. Il va y avoir un État de Palestine. J'espère que les Israéliens seront les premiers à voter pour, mais même s'ils ne le font pas, on est aujourd'hui déterminés à régler ce problème israélo-palestinien. Il a des impacts ici, il a des problèmes là-bas, on n'en veut plus. On va leur donner une feuille de route et ils vont devoir l'accepter. Yasmina Trarghis, dans le passé, on a vu Sharon, qui était un faucon, évacuer Gaza, c'était en 2005. Est-ce que les choses ne peuvent pas se reproduire avec Netanyahou ou un éventuel successeur sur la base de ce plan ? Je pense qu'il est intéressant de mentionner Oslo et de mentionner les grands hommes qui ont été des leaders comme Sadat ou Yitzhak Rabin et qui ont payé de leur propre vie un courage politique qui a été quelque part de reconnaître l'autre dans son altérité, bien que Rabin, par ailleurs, ne soit jamais allé jusqu'à reconnaître l'État de Palestine. Il y avait, à la fin du processus, quand l'application... Il parlait qu'il y aurait un État de Palestine à la fin du processus. Exactement, mais il a évoqué dans un cercle assez fermé, ça n'a jamais été acté sur le papier et reconnu officiellement. Donc la réponse étant qu'il vous faut un courage et des leaders courageux pour sortir de la crise dans laquelle on est. Je ne pense pas que Netanyahou ait la présence, la portée historique de transformer la région. Et qui sont précisément les leaders côté palestinien Alors, vous savez... on parle souvent de Marwan Barghouti, qui est en prison. Alors, il y a toujours du côté israélien une rhétorique qui a souhaité dire qu'il n'y a pas de partenaire palestinien. Vous avez parlé des gens qui ont signé des accords. Yasser Arafat en était un. Il a été mis hors jeu par Sharon et par les Israéliens. Mais Israël a toujours mené une politique soit d'éliminer, soit d'emprisonner les chefs palestiniens capables de pouvoir s'imposer, bien que la diaspora et les réfugiés palestiniens et en plus, les millions qui sont à l'intérieur de la Palestine historique, il y a un potentiel humain qui peut certainement jouer un rôle. Vous avez évoqué Marwan Barghouti qui est emprisonné en Israël. Il y en a d'autres. Et donc, il y a toujours... Justement, il y a un point essentiel là. C'est la libération des prisonniers qui sont prisonniers à vie. À vie, dont Marwan Barghouti. Est-ce que ça, dans l'immédiat, vous pensez que ça peut décider le Hamas à signer? Ça peut pousser, évidemment. Hamas va signer parce qu'il est sous pression de plusieurs acteurs arabes et turcs. Et puis, il y a la question des échanges des prisonniers qu'il peut considérer comme un gain puisqu'il a été à l'origine de cela. Mais c'est pas un échange de prisonniers. Un échange d'otages. Otages contre prisonniers, non. Dans ce cas-là, si on rentre dans les détails juridiques, il y a des milliers de Palestiniens qui n'ont jamais été jugés, qui sont détenus administrativement, donc ils sont comme les otages. Oui. Mais par contre, je voulais juste ajouter une solide. Rapidement, par rapport à la Cisjordanie. Oui. On peut toujours parler de bonne volonté, et je n'ai aucun doute qu'il y a de très bonne volonté chez beaucoup de personnes, mais il y a 700 000 colons, et il y a 811 checkpoints, il y a un mur de séparation, il y a des territoires qui ont été confisqués, il y a une séparation. Sans une solution à la colonisation et à l'occupation, il n'y aura pas d'État palestinien. C'est dans le cadre d'un prochain débat sur une solution à deux États. En tout cas, merci infiniment à tous les trois d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Théophile Cossa, et elle est très médicale. L'OMS surveille de près un nouveau variant du coronavirus, le variant Frankenstein, quel nom. Et par contre, un espoir fou dans la lutte contre le virus du sida. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Jolly Roger, le pavillon pirate à tête de mort et fémur croisé. Il est dans toutes les manifs de jeunes. Il paraît que c'est le nouveau truc de la génération Z, c'est entendu. Le pavillon noir, c'est ce qu'on appelle le Jolly Roger. Drapeau des pirates, aussi appelé le Jolly Roger. Il s'appelle le Jolly Roger. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Jolly Roger est un terme anglais qui désigne le drapeau noir à tête de mort et ossements croisés que les pirates du XVIIIe siècle hissaient en haut de leur grand mât pour avertir la partie adverse qu'un moment désagréable se profilait. Depuis cet été, des manifestants de la génération Z brandissent un Jolly Roger issu d'un célèbre manga. Dans ce manga vendu à plus d'un demi-milliard d'exemplaires depuis 1997, un garçon à chapeau de paille fédère, sous son célèbre Jolly Roger, un équipage de courageux pirates, lesquels vont obliger tout ce que leur monde imaginaire compte de cadors de l'oppression à rendre gorge. Ce drapeau de pirate manga est ainsi devenu un symbole de résistance. Ce Jolly Roger a été brandi en Indonésie contre une allocation logement de $3 000 par mois pour les députés.
Au Népal, contre le népotisme et la corruption du pouvoir. Au Royaume-Uni, contre la visite du président américain. À Los Angeles, contre la chasse aux migrants. En France, dans les manifs des 10 et 18 septembre. Avant de véhiculer l'amour et la liberté une fois coiffé d'un chapeau de paille, le Jolly Roger était moins avenant. Son origine incertaine viendrait de Old Roger, le petit nom du diable en vieil anglais, ou alors de la déformation phonétique du français Jolly Rouge, Jolly Rouge, soit le pavillon rouge qui annonçait au navire d'en face « pas de quartier ». D'autres marqueurs de la culture pop ont déjà été détournés pour faire transpirer les vilains. Le salut à 3 doigts de Hunger Games, brandi en Thaïlande lors de manifs pro-démocratie, ou le masque de Guy Fawkes, devenu le visage d'Anonymous, cyberpirate en rogne contre l'autoritarisme et la surveillance. Les pirates piratent, et puis réussissent. Des fois. Et puis c'est le plus fort, quoi. Merci Thibaut Dolt. Mais... Théophile Cossack, Xavier Mauduit, lors de vos chroniques, vous avez l'air content, vous avez raison. Hein C'est bien médical, votre truc. Bon, alors, je commence avec vous, cher Xavier. Frankenstein, nouveau variant du Covid-19, miam miam, circule en ce moment. Son surnom lui vient des réseaux sociaux et vous êtes parti à la recherche de l'origine. Marie Shelley et les autres. Exactement, nous partons au mois de mai 1816. Élisabeth, quand une bande de jeunes Britanniques se réunit dans la villa Diodora. Ça se trouve sur les bords du lac Léman, en Suisse. Alors, ici, vous allez trouver Percy Shelley. Il a 24 ans, c'est un poète. Il est venu avec son amoureuse, Mary Godwin. Alors, attends, faut pas trop le dire, mais dans le même temps, il est marié. Bon, on va pas le dire. Et puis, parmi toutes ces petites personnes-là, il y a une figure incroyable, c'est Byron. Byron, le poète Byron, il a 28 ans. Et cette petite bande de potes s'apprête à vivre l'expérience idéale, leur meilleure saison, parce qu'il y a tout ce qu'ils peuvent souhaiter. Le lac, la montagne, le ténébreux château de Chillon qui est juste là. Et puis, c'est formidable parce que en ce mois d'été, ce mois d'été 1816, le temps est absolument catastrophique. Il pleut tout le temps, il fait sombre. Et donc ça plaît beaucoup à ces jeunes gens baignés de romantisme. Et c'est là que Frankenstein voit le jour. Ouais, c'est ça. Wow, on sait tous, c'est un passage obligé, ça. Oui. Vous savez, quand la jeunesse titille nos émotions, on se réunit le soir et puis on se raconte des histoires qui font peur. D'expérience. On l'a tous vécu, ce sont d'excellents souvenirs. Alors, eux, ils vivent pour la littérature. Et puis en même temps, faut qu'ils s'occupent. Alors, un défi est lancé. Chacun, chacune doit écrire une histoire terrifiante, ambiance gothique, avec tout un truc de Moyen-Âge complètement fantasmé et réinventé. Et on mobilise des fantômes, des revenants, des vampires. Ça, c'est Byron, les vampires. Quant à Mary, elle choisit un monstre et elle s'inspire en cela des travaux d'un botaniste, Erasmus Darwin. C'est le grand-père de l'autre Darwin qui, quelques décennies plus tôt, avait dit pouvoir donner vie à de la chose morte. Et donc Mary invente un personnage, un scientifique suisse, Victor Frankenstein, qui prend des bouts de cadavres, qui les coupe comme ça, puis paf, il lui donne la vie. Et donc ça crée un monstre. D'ailleurs, à remarquer que Frankenstein, c'est le savant, ce n'est pas la créature. C'est pas la créature. Et puis voilà, c'est une réussite en 1818. Mary Shelley, parce qu'entre-temps, elle s'est mariée avec Percy. Bon, il a perdu sa femme, il y a un peu d'amour quand même dans cette histoire-là. Concentrez-vous. Elle publie son roman et elle l'intitule Frankenstein ou le Prométhée moderne. Prométhée, vous savez, du nom de cette figure légendaire de la mythologie grecque, celui qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Donc l'image, le symbole d'un défi absolument incroyable, vous l'avez compris, c'est une histoire qui commence comme un jeu, qui se termine avec un monstre, attention, n'ayons pas peur, pas de cauchemar cette nuit, vous me le promettez. Oui, et vous me promettez de revenir demain? Promis. Mauduit, vous m'avez volé ma chute. Alors, cher Théophile, un nouveau médicament révolutionnaire contre le VIH, le virus du sida, va être commercialisé partout dans le monde et il pourrait bien éradiquer l'épidémie de sida. Comment ça marche, ce traitement? Et comment ça s'appelle? Il s'appelle le Lenacapavir. C'est pas facile à dire, mais c'est très efficace. Un médicament anti-rétroviral qui empêche, si vous voulez, le virus d'entrer dans les cellules humaines. C'est un traitement préventif, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de guérir du sida, mais il stoppe sa transmission. Quand vous le prenez, vous êtes protégé à 99,9%. Alors vous allez me dire, ça existe déjà, effectivement. Vous avez peut-être entendu parler de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, qui est disponible depuis 10 ans, un traitement préventif qui est pris par des personnes à risque. Le problème, c'est que la PrEP, c'est assez contraignant, un comprimé à prendre chaque jour. Là, avec le Lenacapavir, il faut seulement une injection tous les 6 mois
pour être tranquille. Les essais cliniques ont été présentés l'année dernière et c'est allé très vite. Autorisé à la vente aux US depuis juin, en Union européenne depuis août. Mais difficulté de taille, il est extrêmement cher. Gilead, le labo américain qui l'a conçu, le commercialise. Tenez-vous bien, 28 000 $ par an et par patient. Inabordable, oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va bientôt coûter 40 $. Et comment on passe de 28 000 à 40 ? Alors en fait, le laboratoire, notamment sous la pression des associations, a accordé il y a un an des licences à 6 fabricants de médicaments génériques, mais seulement pour approvisionner 120 pays dits à revenus faibles et intermédiaires, comprenez les pays du sud global. Et ça change tout, car normalement, on doit attendre au moins 10 ans, vous savez, pour que les brevets des médicaments tombent dans le domaine public et que se développent des alternatives génériques accessibles. Grâce à ça, 2 accords ont été négociés en un temps record. Le premier a été passé entre United, c'est une organisation internationale affiliée à l'OMS, et un fabricant de médicaments génériques indien. Et un deuxième accord a été conclu entre la Fondation Bill Gates et un autre fabricant indien. De quoi créer un marché concurrentiel pour garder des prix bas, éviter les ruptures de stock. Premier produit attendu dès 2027. Et les génériques seulement dans les pays du Sud global, comme on dit. Oui, mais c'est surtout là qu'il y en a besoin. Rendez-vous compte, plus de la moitié des décès liés au sida ont lieu en Afrique subsaharienne. L'année dernière, 1,3 million de nouvelles contaminations ont été enregistrées dans le monde. Ce médicament représente donc un espoir sérieux. L'ONU avait fixé comme objectif la fin du sida d'ici 2030. Eh bien, pourquoi pas ? Peut-être. Merci Théophile, et merci à tous. On se retrouve. Merci de votre fidélité. À demain, Liebchen, 20h05. Tchuss.